Après, il y a eu un creux de la vague en 64. L'équipe a été battue. Disons, le 13 était à ce moment-là en perte de vitesse. Il y a eu encore un sursaut en 67 et 68. En 67, ils avaient battu en France 2 fois les Australiens et fait match nul. Ils ont joué la Coupe du Monde de 68 en Australie. Ils sont arrivés en finale en battant la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne, ce qui était considérable. C'était l'époque des Donadai, des Heyer. Et donc, ils avaient retrouvé encore une équipe. Malheureusement, ces 13 devaient être un peu maudits parce que c'était pendant les fameux événements de mai 68. Et leurs exploits ne sont apparus nulle part. Il n'y avait pas de journaux en France, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision. Et l'exploit de 68 est passé complètement inaperçu. Ensuite, il y a eu, une chute. Les 13 avaient du mal parce que, à vrai dire, même s'ils indemnisaient les joueurs, les 15, ils indemnisaient bien plus et ils ne pouvaient pas se renouveler comme il aurait fallu, car le rugby à 13 a besoin de joueurs de très grande qualité et il ne les produisait pas suffisamment lui-même. Il fallait qu'il les importe des 15 ou d'Australie, mais il n'avait plus les fonds nécessaires pour se renouveler. Alors ils ont vécu depuis un peu dans leur territoire Qatar, de Villeneuve à Avignon, en passant par Carcassonne, Lézignan, Toulouse. Et ils se sont un peu repliés sur leur réduit, leur Montségur en quelque sorte de l'Oval. Nous ne sommes pas que des victimes, nous sommes aussi responsables de notre descente. Voilà. Bien que le schisme 13-isme, comme on l'a dénommé, ne remonte qu'à 1934, certains n'hésitent pas à évoquer l'édit de Nantes pour situer le jeu à 13 par rapport au classique rugby à 15. Au lendemain de la Coupe du Monde, nos opérateurs ont filmé le match français-australien. Ils ne s'attendaient évidemment pas à voir l'équipe tenante du titre mordre la pelouse, et personne n'aurait pu prendre ce match au sérieux. Par contre, ces images démontrent que si le jeu à 13 procure aux joueurs quelques avantages financiers, il ne leur épargne aucun mauvais coup. Les Français commirent tant de fautes que la rencontre fut pour eux un enfer. Les Australiens, eux, voulaient finir ce match en beauté, et ils ont agi en conséquence. Déjà impressionnants par leur puissance, ils ont prouvé qu'ils avaient également remporté la Coupe du Monde grâce à leur rapidité, à croire qu'ils s'entraînent avec des kangourous. Les commentateurs ne prennent visiblement plus au sérieux le rugby à 13 français. Quelques matchs sont néanmoins retransmis en direct par la télévision jusqu'à la fâcheuse finale de mai 1981 entre Villeneuve et le 13 catalan. Ce jour-là, après 2 minutes de jeu, bagarre générale retransmise dans la France entière. Le match est interrompu et les journalistes se déchaînent. Ces gens-là, on dit, voyez, ce sont des gens qui sont professionnels, de mauvais professionnels, des bagarreurs, des voyous. Et voyez, ils ne respectent même pas les téléspectateurs, ils se battent même devant les caméras. Ça nous a fait un mal immense. Immense, nous le payons encore maintenant. Nous savons encore qu'il y a des réunions. On passe la finale de 81 pour faire voir ce qu'il ne faut pas faire. Et j'étais le capitaine de l'équipe du 13 catalan à cette époque-là, puisqu'on partait 2 jours après en tournée et on avait une finale contre Villeneuve. C'est vrai que l'ambiance était très tendue pour cette finale, puisqu'il y avait 2 joueurs du 13 catalan qui étaient suspendus.
normalement, et puis à l'appel, ils avaient été réintégrés dans l'équipe, puisque la commission d'appel leur avait donné le feu vert. Donc ça avait été très très mal perçu par les Villenevois. Il y a eu un climat très tendu à l'entrée sur le terrain, et donc au bout de 2 minutes, ça a pété. Résultat, nous avons eu un fossé et notre communication et la perception du public de notre sport a été nulle. Nulle parce qu'il y a des gens qui habitaient Valenciennes, ou même sans aller si loin, à Tours ou dans le centre de la France, qui ne savaient pas que le 13 existait. Alors que justement, pendant ce temps, nous avions sur le terrain des gens qui jouaient et qui jouaient bien. C'est vrai que notre traversée du désert a été très longue, on l'a payé très cher, mais il faut savoir que depuis c'est bien oublié depuis très longtemps et qu'aujourd'hui les rugbyman d'abord ont une éducation avant de pénétrer sur un terrain et je pense qu'aujourd'hui nous donnons des rencontres de haut niveau. Pendant cette traversée du désert en France, les clubs dans le nord de l'Angleterre se multiplient et leur niveau de jeu s'élève considérablement. Le 13 explose aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il se répand aux îles Tonga, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Liban et en Afrique du Sud. Aujourd'hui, en Angleterre, certains grands clubs sont gérés comme des entreprises. L'entrée du stade GGB de Wigan ressemble plus à celle d'une multinationale qu'à un club sportif. Le GGB, propriétaire de ces installations, est une entreprise plus que rentable. Le palmarès de Wigan est éloquent. Les rencontres se déroulent très souvent à guichet fermé. La recette d'une telle réussite, Maurice Lindsay, directeur du club, ne se fait pas prier pour la donner. Je pense qu'il faut commencer par le commencement et s'occuper des petites choses. Il faut s'assurer d'abord que tout le monde dans le club se sent valorisé. De la femme qui lave les maillots au capitaine de l'équipe. C'est avec cette mise en valeur que l'on construit un esprit d'équipe. Avec cet esprit d'équipe vient l'envie de gagner. Ensuite, vous devez avoir de bons joueurs et il faut les chercher dans le monde entier, essayer de trouver les meilleurs joueurs de rugby, les rassembler avec un très bon entraîneur, par exemple Frank Endacott, Graham Love ou John Money, et ensuite garder le club heureux. Être très honnête avec les joueurs, être droit, ne pas avoir peur de dire non quand les joueurs aimeraient qu'on leur dise oui. Et avec tout ça, on construit un formidable esprit d'équipe, de la femme qui fait le thé au patron. J'ai été manager de la Grande-Bretagne pendant 5 ans. J'ai fait une étude sur l'histoire du rugby à 13 en France. Au niveau des jeunes, j'ai toujours été impressionné par les Français. Ils ont un talent incroyable, magnifique à regarder, difficile à battre. De merveilleux athlètes, très habiles avec le ballon dans les mains, très spectaculaires, voire magnifiques. Mais après, il semblerait que tout se gâte. Je ne sais pas pourquoi, peut-être par manque de gestion au niveau des clubs. Et bien entendu, il y a l'aspect financier qui est important. Et pour être honnête, là, ça ne va pas. Pourtant, le talent existe, un merveilleux talent. Justement, pour exploiter ces talents, en 1995, Jacques Fouroux et le Paris Saint-Germain créent une équipe qui intègre la Super League lancée par Murdoch. Cette Super League a pour objectif de créer 2 nouvelles compétitions, une en Europe, une dans le Pacifique, qui regroupent l'élite mondiale du jeu. Malheureusement, après des débuts fracassants au niveau sportif et populaire, le 13 remplit à nouveau les stades, l'expérience tourne court en France, car trop isolée des bases traditionnelles du jeu dans le sud du pays. Ça a été un échec pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, ça a été monté rapidement. Et puis ensuite aussi peut-être parce que les treiziistes n'ont pas compris qu'il aurait fallu à ce moment-là peut-être donner les joueurs au Paris Saint-Germain pour en faire une équipe qui aurait été franco-française et qui à ce moment-là aurait bien représenté la France. Or, n'ayant pas donné leurs joueurs, c'est des mercenaires qui viennent d'Australie et pas les meilleurs qui sont venus et qui à ce moment-là n'ont pas amené ce qui aurait dû être amené. Ça s'est fait une première année et ça a été un succès. Et puis après ça n'a pas continué parce que les clubs n'ont pas désiré se séparer de joueurs dont il faut reconnaître
qu'ils payaient et qu'ils entretenaient aussi, ça c'est sûr. Alors ils n'ont pas voulu faire ce sacrifice, à faire cette éteinte, si on peut dire, faute de combattants, et ne pas jamais en Espagne. Aujourd'hui, l'argent dans le rugby à 13 comme dans tous les sports est le nerf de la guerre. En Angleterre, le business autour des clubs est énorme. Les produits dérivés rapportent des sommes considérables. Le prix des places dans le stade va de 50 à 400 francs. Sans parler des droits de retransmission télé, de la publicité et du sponsoring. Pour les matchs importants, comme ici la finale du championnat d'Angleterre en octobre 2000, on choisit des stades de football comme celui du Manchester United, seul capable d'accueillir de telles masses de spectateurs. Tout est fait pour le spectacle. On offre aux 65 000 supporters des deux clubs qui ont envahi les gradins un véritable show. Caméras couvrent le match retransmis en direct sur la BBC et BSkyB. Ici en Angleterre, tout est fait pour entretenir le suspense. Ballon maintenant pour Peters, pour Andy Farrell. Farrell, ce ballon, ça peut peut-être aller laisser la croisée. Kowick a conservé le ballon. Vassili qui est pris. On est à quelques centimètres de la ligne. Et le siège se poursuit. Le siège de Saint-Hélène avec un départ au ras du tenu. Est-ce que ce ballon a été aplati par Rinoff le malin? Action litigieuse. L'arbitre décide d'utiliser la vidéo. Il arrête la partie. On passe l'action au ralenti sur grand écran. Mais le ballon n'est pas arrivé sur la ligne blanche. Voilà, c'est ça le problème. On voit une main qui essaie de le mettre et une autre qui le retire. La tension monte. Et c'est refusé. En France, on n'en est pas là. À Carcassonne, pour le match de Coupe du Monde qui oppose la France au Tonga, l'une des meilleures équipes de l'hémisphère sud, on compte seulement 10 000 spectateurs. L'ambiance n'en est pas moins chaude. Les deux radios locales, Radio Marseillette et Contact FM, retransmettent le match en direct, ainsi que pour la télévision, Pathé Sport. La qualité du spectacle est liée d'abord au volume de jeu qui est produit sur le terrain, et à la réduction des temps morts, parce que celui qui regarde ne doit à aucun moment s'ennuyer sur un terrain. C'est pour ça que ce sport est passionnant. Et la dernière donnée qui est arrivée, c'est que les Australiens, dans les réunions internationales, eux estiment que le summum du rugby à 13 sera atteint lorsque les caméras de télévision ne pourront plus suivre la rapidité de la balle sur le terrain. Alors là, ils diront, voilà, notre objectif, c'est celui-là. Donc pour faire ça, il faut des organismes qui soient moralement, physiquement et techniquement prêts, donc ce qui suppose beaucoup plus d'entraînement. Pour la télévision, il faut éviter à tout prix que le téléspectateur ne zappe. Il s'agit donc d'adapter les règles à cet impératif. Ironie de l'histoire, alors que le rugby à 13 gagne en rigueur et en vitesse de jeu, son frère ennemi, le 15, soumis aux mêmes exigences, se rapproche insensiblement de lui. Les contraintes sont telles qu'après avoir défendu bec et ongle l'amateurisme, les 15istes ont adopté le principe ONI, le professionnalisme. Et pour rendre le jeu à 15 plus attrayant, ils ont modifié à leur tour les règles. Les 15 ont pris
de multiples règles des 13 pour essayer de clarifier leur jeu. Ils n'y sont pas tout à fait parvenus, mais le coup de pied indirect en touche, les mêlées que l'on dispute plus comme avant, la règle du tenu, à savoir qu'on conserve la balle même si on est plaqué, alors qu'avant c'était une faute capitale, fait que, disons que l'esprit trésiste demeure tout à fait au plus haut niveau des 15. Je pense que la télévision peut être justement le vecteur qui permettra aux 13 de revenir un peu au premier plan. Il faudrait que, en France, ils retrouvent un petit peu de vigueur pour montrer que c'est un jeu qui est à la fois spectaculaire, qui est facile de comprendre, que l'on pratique assez aisément et qu'il peut être encore au premier plan. Avec le bon comportement de l'équipe de France dans la dernière Coupe du Monde où elle a atteint les quarts de finale, avec un suivi médiatique qui s'améliore, le rugby à 13 conforte le choix des pionniers de ce jeu, ceux qui un soir se sont réunis au George Hotel et ont décidé de faire scission envers et contre tous.